sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Alors nous sommes agréablement au musée de la Corse où il y a une exposition sur Matisse en Corse. Alors j'ai à côté de moi Jacques Poncin qui est quand même un peu l'auteur, le monsieur Matisse en Corse qui a quand même fait une promenade, organisé la promenade Matisse et puis qui a surtout écrit le livre Matisse à Ajaccio. Et à côté de moi, j'ai Dominique Simusiak. Moi, je suis conservateur de musée. J'ai dirigé un musée Matisse que j'ai fait 2 fois d'ailleurs, au Cateau-Cambrésis, dans la ville natale de Matisse, là où Matisse a créé son musée. Et on m'a demandé d'en être commissaire. Alors, il ne suffit pas d'avoir un contenu, il faut trouver les œuvres, il faut aller les chercher un peu partout, il faut organiser l'exposition, il faut mettre le contenu, il faut que ce soit dans cette logique et dans cette organisation qui est quand même assez spécifique et qui s'appelle un commissariat d'exposition. Mais toute la recherche scientifique sur Matisse en Corse en 1898, quelle était la Corse en 98 ? Où est-ce que Matisse a vécu? Qu'est-ce qu'il a peint? Comment est-ce qu'il a passé ce temps en Corse? Et ça, c'est Jacques. Et moi, c'est plutôt quelle a été la révolution artistique derrière cette... On va y venir, Dominique, mais évidemment, je n'ai pas oublié que vous étiez commissaire de l'exposition, parce que c'est vraiment une lourde charge et vous avez vraiment fait une chose magnifique. Alors Jacques, voilà, l'hiver 1898, c'était comment à Ajaccio, avant que Matisse arrive? Comment était Ajaccio en 1898? C'était quand même une station d'hiver depuis 1868. Et Matisse, en voyage de noces, sans doute... influencé par son ami Corse Salvetti, qui lui avait dit le plus grand bien de la Corse, influencé par sa femme toulousaine, avait envie de voir quand même un peu de beau temps, de soleil. Et il a été, comment dirais-je, désagréablement surpris par son voyage. Il a fait un temps épouvantable. J'ai envie de dire qu'ils ont risqué le naufrage d'après les marins. Mais heureusement, il y avait un vent d'arrière. Ils sont arrivés quand même à l'heure, mais après 16 heures de traversée. Et c'était pas facile de venir en Corse, 16 heures de traversée. Il fallait le faire. Et ils ont trouvé d'abord un hôtel assez réputé parce que l'impératrice Sissi Elisabeth d'Autriche y avait séjourné, l'hôtel de France, avec une superbe vue sur la place du Diamant. Mais très vite, parce que Matisse était pauvre, avec les amis que lui avait recommandé Salvetti, ils ont trouvé la Villa della Rocca. Alors cette villa, justement, ils l'ont trouvée et ils l'ont habitée pendant un certain temps. Oui, ils ont loué pour 40 francs par mois le dernier étage et ils sont restés presque 6 mois. Il y a eu un court voyage de Matisse à Paris. C'est à cette occasion qu'il a d'ailleurs acheté un superbe papillon bleu. C'était début juin. On a du mal à localiser la date, mais c'est sûrement avant le 15 juin parce que son ami Evenepoel parle de sa rencontre avec Matisse dans une lettre du 15 juin à son père, en disant j'ai vu Matisse récemment, il m'a montré des œuvres extraordinaires d'un peintre impressionniste épileptique et fou. C'est dire la révolution que même oui, parmi ses amis de Gustave Moreau, que faisait Matisse avec ce qu'il a peint à Ajaccio. Mais alors, quand il a peint tous ces tableaux, il n'est pas allé très très loin de la Villa della Rocca. Non, d'abord, quand il pleuvait sans doute, il a fait 5 natures mortes à l'intérieur de la villa. Par la fenêtre de la chambre,
Parce que là, je me suis interrogé, est-ce que c'était depuis la terrasse du haut ou bien depuis la chambre? C'est depuis la chambre, compte tenu de la perspective du tableau. Il a peint l'Hospice Eugénie. Et puis, aux environs, il y avait l'oliveraie Cuneo d'Ornano, une superbe oliveraie avec des arbres, je pense, centenaires, hein, de 5 hectares. Et c'est là qu'il a fait l'essentiel, je dirais, de ces tableaux. C'est-à-dire combien de toiles à peu près Il y a une liste qui est dressée par la femme de Matisse, Amélie, 55 toiles, 55 tableaux, parce qu'il y en a qui sont sur bois, et 6 dessins. Voilà, on a tous les dessins, et dans le livre Matisse Ajaccio, il n'y a que 47 reproductions des 55 toiles, 55 huiles. Il y a une chose aussi importante qu'il faut dire, c'est que la collectivité de Corse a fait l'acquisition d'une toile qui est quand même magnifique. Et alors ça s'est passé dans quelles conditions? Et on la voit dans l'exposition, on voit la mer pour une fois chez Matisse à Ajaccio. C'est une toile qui représente la mer vers la plage de Scudo, vers l'espèce de presqu'île de Marinella, qui est acheté par la suite par Tino Rossi. Mais comment ça s'est passé? Je pense que depuis 20 ans, on était en train de rabâcher, j'ai envie de dire, que Matisse était venu en Corse, presque 6 mois, que c'était très important. C'est quand même, avec Picasso, les 2 plus grands peintres du XXe siècle. Et il y a eu une vente aux enchères qui a été, je crois, qui a attiré l'attention de M. Jean-Marc Olivez, qui est ancien directeur du patrimoine, ancien conservateur du musée Fesch, qui avait fait aussi un article sur quelques peintres venus en Corse, un petit article sur Matisse. Il l'a signalé à M. Pierre-Jean Campocasso. Et il y avait des enchères et c'est la CDC qui a remporté l'acquisition du tableau. Alors c'est quand même Matisse qui écrit à Marquet et qui dit alors que la Corse est un pays merveilleux, épatant. Oui, on verra avec Dominique la suite. C'est-à-dire il y a des amandiers en fleurs, des oliviers argentés. Déjà l'écriture, je trouve que c'est magnifique ces mots. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? Cette relation avec Marquet au départ. Matisse écrivait très très bien. Oui. Il a un sens de la poésie extraordinaire, qu'il va d'ailleurs exploiter en illustrant des poèmes de Baudelaire, Mallarmé, Charles d'Orléans, etc. Mais lui-même a une véritable écriture. Et une culture. Une écriture. Poétique aussi, oui. Il lisait beaucoup, il était très cultivé, il avait ce sens du mot et du verbe. Et c'est vrai que quand il arrive ici et qu'il ne connaît que le Nord, la Bretagne, Paris, cette lumière qu'on peut penser être un peu universelle, moyenne, et qu'il arrive ici et qu'il voit la lumière du midi, le bleu du ciel, le bleu de la mer, comme il ne l'a jamais vu, comme elle existe sur la palette, mais qu'on ne peut pas l'utiliser si on ne s'en est jamais imprégné, si on ne la connaît pas. Les oranges, contrastant avec le vert foncé des feuilles des orangers, la lumière du soleil, là, on voit justement dans le tableau le Scudo, ce coucher de soleil qui donne une bande jaune très forte en contraste avec le bleu du ciel. Je reviens à l'histoire du papillon. Quand Matisse est à Paris au mois de juin, donc à peu près, pas tout à fait au mi-séjour, mais enfin la dernière partie de son séjour, et qu'il tombe sur le papillon morpho, qu'est-ce qu'il voit? Un morceau de ciel bleu et de Méditerranée. Et il dit, ce bleu m'a transpercé le cœur. Et il ne pouvait pas faire autrement que de l'acheter. 50 francs, c'était hors de prix. Il n'avait pas d'argent pour le faire. Mais tant pis, il a dépensé ces 50 francs pour pouvoir prendre avec lui, en lui, dans ses affaires, comme sa collection de tissus, il y avait des collections, mais surtout de tissus, eh bien, ce morceau de papillon avec lequel il va vivre une bonne partie de sa vie, je pense.
Oui, il était très attaché, voilà. Et alors, en revenant à l'exposition et même en y installant les premiers mots entre nous, quelles ont été vos priorités? C'est pas facile. Alors, d'abord, je vais reprendre le contenu de l'exposition dans sa totalité. Oui. Expliquer la Corse uniquement, c'est pour des gens qui ne connaissent pas plus Matisse que moi je ne connais les papillons, hein, faut être clair, normal. Chacun son domaine. Donc il fallait intégrer cette période-là dans son contexte. Alors il faut savoir que Matisse est né dans le nord de la France, qu'il a vécu au milieu des tissus toute son enfance, mais qu'il a d'abord été clerc d'avoué. Avant, il avait fait son droit à Paris pendant 1 an, mais il n'avait jamais été au musée. Il ne savait pas du tout ce que c'était que la peinture. Mais à l'école, il dessinait bien. Voilà, on l'avait remarqué quand il était au lycée à Saint-Quentin. Et il fait un métier qui l'ennuie à mourir. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Il était tout le temps malade. Donc, il rentre chez lui, il a des sortes de crises d'appendicite, etc. Puis il y a un voisin qui dit à sa mère, écoutez, votre fils, il ne peut pas porter les sacs de grains, puisque mon père était grainetier, il est désœuvré, il n'a rien à faire, donnez-lui donc une boîte de peinture, au moins il copiera les chromos, et vous aurez quelque chose à mettre au mur. C'est fabuleux comme histoire. L'histoire est magique. Et donc Matisse copie ces fameux chromos, le moulin, etc. Il dessinait très bien, il savait dessiner. Il est né en sachant dessiner, comme Mozart est né en sachant jouer de la musique. Enfin, vous voyez, c'est un peu la même chose. Il faut bien comprendre que l'apprentissage se fait sur un don, sur un génie. Quoi. Il y a un génie au départ. Et donc il va faire ses copies et ça va le passionner. Il va adorer ça. Du coup, il est plus malade. Du coup, tout va mieux. Absolument. Il va suivre les cours du soir à l'école des Beaux-Arts. Et au bout d'1 an, à l'école des Beaux-Arts de Saint-Quentin, on le remarque, on dit, ah non, il faut absolument qu'il arrête et qu'il parte à l'école des Beaux-Arts de Paris. Vous imaginez, il a 21 ans, ses parents ont payé ses études pour faire son droit, il a un boulot, etc. Qu'est-ce que c'était qu'un peintre? Encore aujourd'hui, il a été traité de bon à rien. L'image n'est jamais très bonne. Oui, puisqu'il est là à barbouiller sa toile. Il ne sait rien faire, quoi. C'est un bon à rien, disait son père. Et donc, il est tellement sûr de lui, d'être heureux dans cette direction-là, qu'il va partir à Paris. Il va mourir de faim, ça c'est sûr, mais il part à Paris. Et là, il va rentrer à l'école des Beaux-Arts. Surtout, il va être l'élève de Gustave Moreau. Et c'est ça la magie de l'affaire, c'est que Gustave Moreau va donner des bases absolument incomparables en emmenant ses étudiants à l'école des Beaux-Arts, au Louvre, je veux dire, faire les copies, passer la moitié de la journée à copier des tableaux, notamment des tableaux flamands, Rubens, etc., mais aussi beaucoup Chardin, la peinture française. Les grands classiques. Les grands classiques. Et l'autre moitié, ils allaient voir les tableaux et ils les examinaient, ils les regardaient, etc. Et un jour, il va au musée des Beaux-Arts de Lille, il tombe sur 2 Goya, qui sont les chefs-d'œuvre absolus de Goya, Les jeunes et les vieilles, et il dit, ah, des tableaux comme ça, je peux en faire, et maintenant je sais que je peux être peintre, et que ça vaut la peine de passer ma vie à ça. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant. Donc la première partie, jusqu'en 95, entre 91 et 95, il est absolument à l'école des Beaux-Arts avec Gustave Moreau. Il étudie, il copie. Il apprend par cœur les tableaux. Les tableaux, de toute façon, tout rentre. Hein. Il apprend tout. Il voit ce qu'il veut. Vous pensez que c'est la clé C'est pas la clé, c'est le début. C'est le début. Il apprend. Il apprend. Et il apprend pas comme ça en pensant qu'il a la science infuse, mais en allant voir les œuvres de ses prédécesseurs. Et puis, un jour, en 95, pendant l'été, il a un copain qui habite dans le même immeuble que lui, sur le quai Saint-Michel, qui lui propose de partir en Bretagne. Ah oui. Alors là, il a envie d'aller voir la Bretagne, la mer, etc. D'ailleurs, vous commencez, on peut dire que quand on rentre dans l'exposition, pour un peu imager, on arrive tout de suite en Bretagne. On commence par la Bretagne. On commence par les premières peintures de plein air. Pourquoi la Bretagne? C'est les peintures de plein air et les natures mortes. Et les premières. Jusque-là, il n'avait fait que des peintures qui étaient
des pseudo-copies ou autres. Là, on est dans un paysage. Dans un paysage. Voilà. Alors, il arrive à Belle-Île. Belle-Île, il faut imaginer que c'est une île battue par le vent. Il a fait mauvais quand il est arrivé, etc. Je dis, moi, peindre la tempête, les vagues, etc., je ne peux pas. Donc, il quitte Belle-Île et la première année, il va aller à l'intérieur des terres et il va peindre des scènes comme le tableau que nous avons de la gardeuse de cochons, là, tout à fait classique, complètement un paysage hollandais. On est dedans, hein, franchement, oui. Complètement. Oui. Et bon, il repart à Paris, continue à l'école des Beaux-Arts, et il repart en Bretagne l'année suivante. Et là, tout change. Là, il va près d'un de ses amis, qui est un Australien, qui a peint 10 ans auparavant la Bretagne avec Monet. Et Matisse va apprendre la technique impressionniste. Alors, pour les amateurs de peinture, la technique impressionniste, c'est que on ne peint pas les choses, on ne peint pas les choses, on peint les couleurs des choses. Les couleurs qui viennent se frapper la rétine. Ah. Peu importe le dessin a disparu, le noir a disparu, enfin, etc. Peu importe ce que ça représente, mais capter la lumière et la couleur d'un paysage de mer, d'un paysage, eh bien, ça veut dire qu'on va fractionner la couleur, d'ailleurs en très petits morceaux, et qu'on va l'utiliser pure pour essayer de capter l'instant, la lumière et le moment, le temps, le moment. Et Matisse va donc retourner 2 fois pendant l'été 96 et 97. Il va retourner deux fois en Bretagne, Bretagne et peindre de façon de plus en plus libérée jusqu'à une limite qui est celle des 3 paysages, la série du port du Palais. Voilà, alors, ça c'est l'introduction. Voilà, mais ce qui est normal, oui. Mais alors, la partie majeure de l'exposition, c'est la Corse. Bien sûr. Là. Et alors, Dominique, comment vous voyez, vous, quand Matisse arrive en Corse en 1898, qu'est-ce que vous en pensez de cette adaptation aussi? Vous le disiez tout à l'heure, elle est rapide et... Elle est très très rapide, elle est immédiate. Ah oui. Il raconte combien, mais Jacques est très fort pour le dire aussi, hein, combien ce pays est merveilleux, combien il est enchanté, combien il est dans un monde de rêve et de poésie et de bonheur, de lumière, de couleur. Jacques, prenez la suite de Dominique. L'émerveillement de Matisse, ou bien l'éblouissement, il l'a confirmé à Marie-Dominique Roche, qui était conservateur du musée Fesch à Ajaccio. Et l'expression merveilleux, il l'utilise plusieurs fois dans sa lettre à marquer, je suis dans un pays merveilleux. Et puis dans les années 40, il le répète. C'est en allant en Corse, dans ce pays merveilleux, que j'ai découvert pour la première fois la Méditerranée. Donc Matisse est vraiment ébloui. Depuis la Villa des Rocca, il a la vue sur la mer. Il a, même à travers les oliviers du parc Cuneo d'Ornano, il voit encore la mer. Et puis, c'est en allant vers les Sanguinaires, sans doute avec les 2 amis, M. Massimi et M. Santoni, qui avaient sans doute une calèche, qu'il a eu un choc vers les Sanguinaires. Et là, j'aime bien répéter cette phrase, parce qu'il l'a dit à M. Pierre Lévy, le collectionneur de la ville de Troyes, qu'il avait eu un choc en allant vers les Sanguinaires, et c'est ça qui a déterminé ce que plus tard on a appelé le fauvisme. Donc c'est une étape importante dans le chemin vers le fauvisme qui a lieu à Ajaccio. Et alors vous le disiez tout à l'heure, il a rencontré Dominique Roche, et alors Mademoiselle Roche, et elle parle de lui, de cette rencontre avec Matisse. Oui, Marie-Dominique Roche, elle était étudiante aux Beaux-Arts de Nice, et elle a été voir Matisse 2 fois, je crois, en 1952 et une fois en 1953. C'est un an avant la mort de Matisse. Donc il y a eu cette interview. Elle a été très, comment dirais-je, émerveillée elle-même par l'atelier de Matisse. Il y avait au mur des chasubles.
qu'il était en train de terminer pour la chapelle de Vence. Et dans l'exposition, on a une de ces chasubles, la chasuble rose, qui est, comme on dit, on voit la vie en rose, c'est la chasuble qu'on met seulement 2 fois dans l'année, dans 2 dimanches, qui célèbrent la joie. Et donc Marie-Dominique Roche, qui a été donc un témoin très important, c'est avec elle qu'on a créé l'association des Amis de Matisse, parce qu'elle avait eu le contact direct avec Matisse, qui lui avait confirmé l'importance de son séjour à Ajaccio. Alors, Dominique, quels sont les conseils que vous pourriez donner à un spectateur qui arrive dans l'exposition? Comment on peut se promener? Je n'ai parlé que de la Bretagne. Oui, alors, oui, je pense que oui. maintenant, après, Oui, on peut parler de la Corse. Voilà. Alors, Oui. il faut savoir que c'est vraiment des tableaux de joie. Ce sont des petits tableaux, des tableaux du bonheur. Matisse n'a pas que son bonheur. Il n'a jamais parlé de quoi que ce soit concernant ses souffrances et ses difficultés. Tout est bonheur. Et on vient consommer un peu, donner un peu de la fraîche beauté du monde par son ça se ressent avec... Voilà, donc voilà, on est dans ce bonheur. Matisse disait, et c'est une citation qui est dans l'exposition, des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Eh bien, ce bonheur de la Corse, dans la nature de la Corse, eh bien, il va utiliser les couleurs qu'il voit pour la première fois, et ces couleurs, il va les mettre avec une liberté qu'il n'a jamais eue jusque-là. Et donc, il va supprimer le dessin, il va mettre du blanc en fond de toile, il va regarder les couleurs. Il faut prendre, quand on regarde un tableau, même si les tableaux sont très petits, il faut prendre un point, un endroit une couleur qui vous plaît, et puis après explorer, comme une petite bête qui irait dans le paysage et aller très doucement pour regarder la totalité. Ou alors jouer avec les couleurs, une autre couleur, comment elles se rapprochent les unes des autres. On découvre une lumière que Matisse va vivre avec bonheur. Bon, bien sûr, 7 ans après, ce sera le fauvisme, parce que Matisse a besoin de savoir comment on construit un tableau par la couleur. Il ne s'agit pas de mettre les couleurs uniquement parce qu'elles sont dans la nature ou parce qu'elles vous impressionnent. En plus, il va prendre des libertés avec les couleurs. C'est-à-dire que Matisse va dire, ce n'est pas parce que l'herbe est verte qu'on va la peindre en vert. C'est pas parce que le ciel est bleu qu'on va le peindre en bleu. Il va le peindre en fonction de ses émotions et de ses sentiments. C'est lui qui va décider des couleurs. C'est une des grandes révolutions du XXe siècle. La liberté, il faut du courage. Il faut du courage. Absolument. D'ailleurs, ça va pas ou de l'audace. Ou de l'audace. Ça va pas se vendre. Il n'aura absolument aucun succès. Il va revenir. Il va rentrer quand il rentrera à Paris. D'abord à Toulouse pendant 6 mois. Il va prolonger cette découverte de la couleur telle qu'il l'a vécue en Corse. Et puis après, il va revenir à la forme à travers Cézanne. Et se chercher si la peinture a une théorie avec Signac, et avant de revivre à nouveau un moment de liberté extrême avec Derain à Collioure, qui débouchera sur cet éclatement de la couleur sur la toile, comme si on avait jeté un pot de peinture à la tête du public, dire à la critique, enfin, etc. Ça va faire hurler tout le monde. C'est la révolution, quelque part. C'est la première grande révolution artistique du XXe siècle. Tout à fait. C'est le peintre peint avec les couleurs qu'il veut, comme il l'entend. C'est son tableau. Ça n'est pas la représentation ni de symboles, ni d'un paysage, mais c'est entièrement la construction de la pensée de l'artiste. Il faut donc du tempérament. Mais je pense qu'on ne fait pas des génies avec des copieurs. Je pense que c'est un de nos artistes qui nous apprennent à regarder. Le but est là aussi. Et donc, si vous regardez la Corse en regardant les tableaux de Matisse, après vous allez plonger dans les paysages, vous allez plonger dans le ciel, vous allez plonger dans la lumière, comme vous peut-être ne vous l'avez jamais fait. Et c'est ça le grand apport des artistes, c'est qu'ils vous donnent à voir autrement que ce que vous voyez en temps normal. C'est tout à fait vrai, Dominique. Jacques, comment vous avez... Dominique, elle n'écoute pas là. Comment vous avez vu cette exposition? Quelles sont vos impressions? J'ai envie de dire quelles sont les impressions d'un peintre tel que
tel que André Casabianca qui sait ce que c'est la sensibilité des couleurs. Moi, je la trouve... C'est quand même Dominique qui l'a organisée, qui l'a mis en musique. Elle est belle, elle est... Il y a toute l'équipe du musée. Avec toute l'équipe On en du parlera musée, après. bien sûr. Oui. Enfin, il fallait qu'elle soit là quand même. Et cette exposition, je la trouve... J'ai vu pas mal d'expositions. André, tu sais, toi-même, tu fréquentes beaucoup d'expositions. Je la trouve au niveau d'une exposition parisienne, comme m'a écrit Christiane Paulette, une amie peintre. Elle est belle, elle est élégante, cette exposition. Et puis, il y a un ami qui m'a dit, elle est émouvante. Pourquoi émouvante? Parce qu'on a tellement parlé de reproduction de Matisse, tout d'un coup de voir les originaux et de voir que c'est 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux. Oui, je comprends. Et quand on voit le travail que ça lui a demandé, on l'imagine en train de peindre sous le soleil et d'essayer de rendre ça de manière merveilleuse. Alors, Dominique, vous glissiez un mot, mais c'est important d'y revenir, c'est-à-dire l'équipe qui vous entoure et l'équipe du musée de la Corse. Voilà. Alors, il faut savoir que Oui. je ne sais plus combien il y a de peintures de Matisse, mais toute l'exposition n'est que ça. Oui. Il y a 50 tableaux de Matisse et c'est horriblement difficile à trouver. Alors, il y en a très peu de Matisse. Ils Oui. sont éparpillés dans le monde entier. Très juste, très juste. Et Oui. c'est extrêmement difficile. Oui. Oui. Et donc, on a Alors. eu le concours de toute la famille Matisse, on a eu le concours des prêteurs, on a eu le concours des galeries, on a eu le concours de tous les musées français, on a eu le concours des musées étrangers, y compris Moscou. Et on a eu même des tableaux, des découvertes, des tableaux qui n'avaient jamais été exposés, pas mal de tableaux qui n'avaient jamais été exposés. En tout cas, jamais tous ensemble comme ça. Oui. Donc c'est une entrée dans, dans une partie de l'œuvre de Matisse qui était très inconnue. On connaissait très très mal. Oui, alors ça... Et alors, l'équipe, comment savez, vous les ici, avez un petit peu managés ou avec qui vous avez le plus collaboré? D'abord, il y a un chef. Il y a un chef. C'est Pierre-Jean Campocasso, donc à qui j'ai présenté mes exigences en disant voilà, je vous préviens, il faut ça en sécurité, ça en lumière, ça en scéno, ça, etc. Et ça a été, ça a été accepté. Oui. Alors d'abord, avec un certain prix, alors donc. Bah oui, ça coûte cher de toute façon. Oui. Après, il faut savoir que les prêts, l'organisation de tous les prêts, ici, il y a une belle équipe. Belle équipe. Il y a Marie-Jeanne Ivani, qui est quelqu'un de formidable, et qui a vraiment... c'est elle qui a suivi tous les prêts, tous les marchés, etc. Formidable. Ensuite, la partie Corse, elle a été faite par surtout Arnaud Seglarski. Elle est sympathique, elle est intéressante, elle est bien faite avec les films, etc. On rentre quand même dans une histoire. Ça n'est pas du tout quelque chose de figé, mais de très vivant. Voilà, c'est ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire là, quand on se promène dans l'expo, on se raconte une histoire et on voit une histoire se dérouler. Voilà, c'est ça c'est un vrai bonheur. Voilà. Et je suis très contente qu'ils aient associé donc le musée de la Corse pour cette partie sur la Corse, parce que ça permet aussi de vivre un temps sous les yeux de Matisse et puis sur l'histoire de la Corse. Et ça, c'est le travail du musée, c'est quand même magnifique. Alors après, je vous passe toutes les responsabilités de chacun sur la communication. Donc vous connaissez bien Frédéric Lucci, et puis sur les autres responsabilités du musée, qui fait que l'exposition a pu se tenir, parce que c'est très exigeant. On est devant une exposition très exigeante en matière de sécurité, de lumière, de scénographie, etc. Et tout ça, ça a été très bien mené. La lumière est très adaptée, c'est-à-dire chaque tableau
prend toute sa valeur. Enfin, c'est un gros travail, la lumière, évidemment. Alors, la lumière, il y a eu une équipe de spécialistes de la lumière. Oui, c'est capital. Très bien fait. Une très bonne scénographe aussi. Oui, voilà. très juste. Et puis, oui. pour le graphisme aussi, Oui. etc. Alors, avec Jacques, on a fait tous les textes. Nous, on a produit. On a produit beaucoup de textes. Ouais, puis, on a fait travailler pour le catalogue, etc. Vous êtes régalés, quoi, oui. D'autres spécialistes de Matisse. Bon, il est très beau, ce catalogue. On le filmera tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Oui, voilà. Les articles sont aussi très intéressants. Bien sûr. En tout cas, bravo à la Corse d'avoir fait cette exposition. Moi, je tiens à dire que je m'y attendais pas et que cette demande, parce que je suis à la retraite et normalement je fais plus de commissariat. Mais j'étais tellement contente que le rêve de Jacques aboutisse, celui non seulement de sortir son livre Matisse à Ajaccio, mais aussi de présenter les œuvres quelque part en Corse. C'est magique. Je trouve que c'est plus qu'une collaboration entre tous les deux. Voilà. Bon, d'abord parce que vous aimez la peinture de Matisse d'une façon passionnée, comme je peux l'être aussi, à ma façon, voilà. Et alors, Jacques, vous avez vu, il y a quand même des films aussi, il n'y a pas que de la peinture. Il y a le film, là, qui est juste à l'entrée, qui se déroule sur Marseille, enfin voilà. Oui. En fait, je ne peux pas tellement en parler. Encore. Mais oui, c'est un bon documentaire. Enfin, oui. Il y a des vues anciennes d'Ajaccio aussi, qui sont très intéressantes. Oui. Et c'est tout un travail de recherche dans les archives pour faire ce montage. Oui, c'est très intéressant. Ça met les gens dans l'ambiance de la Corse dans ces années de fin 19e siècle. Alors voilà, l'émission se termine. Voilà. Oui. Bien entendu, je vous remercie tous les deux. Vous êtes super agréables et vous connaissez Matisse sur le bout des doigts. Vous êtes fantastiques. Merci à tous les deux. Moi, je remercie André, qui non seulement nous interviewe, mais il aime beaucoup. Je sais qu'il aime beaucoup Matisse. Ah oui, beaucoup. Merci à tous les lui. deux. Merci beaucoup. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.